Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est la télévision qui va créer tout à l'heure l'événement en politique. Au lendemain de la conférence de presse du président de la République, et à moins de 2 mois des élections législatives, l'émission de la première chaîne à armes égales vous présentera dans 3 quarts d'heure un face-à-face Mitterrand-Sanguinetti. Vous les avez reconnus bien sûr sur la photomontage de notre générique. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, ce sera peut-être l'occasion de répondre au président Pompidou. En tout cas, ce sont les réponses du chef de l'État à des questions sur la vie politique française qui font l'objet, depuis hier, de la plupart des commentaires. Voici d'ailleurs ce qu'en pensent 2 représentants de l'opposition, M. Gérard Jacquet, Parti socialiste, et M. Rocard, PSU. On attendait une conférence de presse de caractère exceptionnel. En fait, elle a été bien banale. On attendait surtout le chef de l'État sur un point précis, que ferait le président de la République si demain, au lendemain des élections, il y a une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Et il faut dire que lorsque la question avait été posée au cours de ces derniers mois à M. Pompidou, les réponses étaient plutôt inquiétantes. Hier, il s'est contenté de nous dire le chef de l'État appliquera la Constitution. C'est rassurant. Lorsqu'un chef de l'État déclare qu'il appliquera la Constitution, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire en l'occurrence? La Constitution déclare que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Elle déclare aussi que le gouvernement conduit la politique du pays, et elle déclare également que ce gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Bon, cela veut dire que, tout naturellement, le gouvernement et le Parlement doivent travailler ensemble, en bonne harmonie. Et pour travailler ensemble, il faut que le gouvernement et le Parlement aient les mêmes orientations fondamentales. Si donc il y a une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, il faut que le gouvernement soit orienté à gauche. Est-ce que c'est cela qu'a voulu dire M. Pompidou? Je veux le croire. Je veux le croire, mais je n'en suis pas cependant tout à fait persuadé. C'est pourquoi cette question lui sera reposée pendant la campagne électorale. Et à propos de la réunion à Paris de l'Internationale socialiste? Je comprends difficilement l'inquiétude de M. Pompidou à cet égard. Il s'agit d'une rencontre des leaders de l'Internationale, une rencontre à huis clos, sans prise de position politique. Je ne vois pas quelle influence cette rencontre pourrait avoir sur les élections françaises. Et M. Pompidou manifeste une certaine crainte à cet égard. Moi, je considère en tout cas que cette crainte est bien symptomatique. Le président de la République ne nous a rien dit que nous ne sachions déjà. Rien du tout. C'était même un peu triste. Il m'a cependant amusé quand il a expliqué qu'il avait du mal à freiner les audaces et l'impétuosité de son Premier ministre qui ne le consultait guère, et je me suis demandé ce que ce serait si le Premier ministre n'était pas freiné. Mais surtout, la manière dont le président de la République a parlé de l'inflation me laisse mal à l'aise. On n'a pas le droit de dire aussi brutalement que si les prix montent, c'est parce que les consommateurs, qui sont pour la plupart des gens de milieu populaire de revenus aisés, c'est l'écrasante majorité, et achètent n'importe quoi à n'importe quel prix. Ça a dû surprendre beaucoup de familles. Et suite à ça, une théorie monétaire incroyable, selon laquelle tout dépend de l'argent facile, alors que si le prix du beefsteak monte, tout le monde sait que c'est parce que l'élevage français est insuffisant, et si les prix du logement montent, tout le monde sait que c'est parce qu'on ne construit pas assez et que la spéculation joue. Avec de telles théories, on ne s'attaquera pas aux problèmes sérieux. Mais il n'y a rien eu de nouveau dans cette conférence de presse, et pas non plus sur les institutions, puisque cette constitution ne prévoit pas les cas de difficulté, et que le président de la République ne répond pas. Nous sommes donc dans l'inconnu. C'était largement connu avant la conférence de presse, une conférence de presse pour rien. Les communistes ont décidé d'attendre la conférence de presse que tiendra demain M. Marchais pour faire connaître leur réaction. Quant à messieurs Le Canuet et Servan-Schreiber, ils s'exprimeront, eux, samedi à Versailles, lors de la réunion plénière des candidats réformateurs. Du côté de la majorité, les secrétaires généraux des 3 mouvements, messieurs Perfit, Poniatowski et Poudvigne, se prononcent dès à présent. Eh bien, je trouve que cette conférence de presse replace le débat politique sur son véritable terrain. Il existe en France 2 tendances. Une tendance qui consiste à accepter les institutions telles qu'elles sont et à vouloir jouer leur jeu, et puis une tendance qui consiste à vouloir les rejeter. Le Parti communiste et quelques hommes politiques comme M. Mitterrand ont repoussé en 1958 la Constitution de la Ve République, et bien que l'immense majorité des Français l'ait acceptée, ils ne s'y sont jamais ralliés. Ils ne s'y rallient que du bout des lèvres. Eh bien, c'est là que le véritable problème politique, c'est le véritable débat de demain. La question est de savoir si les Français voudront se situer à l'intérieur des institutions de la Ve République
ou voudront revenir à la 4ème République avec un président de la République qui serait une sorte d'otage des partis, qui jouerait le rôle d'un dessus de cheminée. C'est là la véritable question. Et la conférence de presse d'hier l'a très bien montré. Je crois que M. Pompidou a apporté plusieurs réponses importantes. D'abord, une réponse à M. Mitterrand qui l'accusait d'être un colonel grec et presque un dictateur. Et il lui a rappelé qu'il appliquerait pleinement la Constitution. Deuxièmement, sur ses intentions. Il est tout à fait normal qu'il ne révèle pas ses intentions à l'avance. Un chef politique est comme un chef de guerre. Eh bien, le matin de l'attaque, on ne révèle pas à l'adversaire l'heure de l'attaque, l'endroit où on va attaquer, comment on va attaquer. Et il reste le problème de la Constitution. Eh bien, cette Constitution, elle est bonne, nous l'avons expérimentée. Elle nous a apporté la stabilité. Elle nous a apporté une permanence qui est nécessaire dans un État moderne. Alors, il y a bien sûr un certain nombre de points qui doivent être améliorés. Et je suis persuadé qu'ils le seront dans l'avenir. La Constitution américaine, qui a 200 ans, comporte 30 amendements, 30 améliorations. Eh bien, il en sera de même de la Constitution française un jour. Le président de la République a confondu ceux qui lui déniaient le droit d'exercer ses fonctions présidentielles. Il leur a dit, mais de quel droit me demandez-vous de ne pas intervenir dans la campagne électorale et de quel droit me demandez-vous de ne pas, après les élections, prendre mes responsabilités? Pour nous, au Centre Démocratie et Progrès, le président de la République est le garant de la Constitution et évidemment, il respectera cette Constitution, ainsi d'ailleurs qu'il a toujours fait. Nous avons constaté également que le président de la République avait très nettement indiqué qu'il prendrait parti dans la campagne électorale. Comment d'ailleurs ne l'aurait-il pas fait? Car en procédant ainsi, il a mis fin à l'alibi de ceux qui pensaient qu'on pouvait changer de majorité tout en gardant le président de la République. Tout le monde a constaté qu'il n'en était pas ainsi. Les réactions à l'étranger, nous en avons donné quelques-unes déjà dans notre édition de 13 heures. Retenons simplement que Mme Meir, le Premier ministre israélien, maintient sa décision de participer à la conférence de l'Internationale socialiste à la fin de la semaine à Paris, et cela malgré l'appréciation du président de la République qui juge cette réunion inopportune. En Union soviétique, enfin, à la veille de la rencontre Brejnev-Pompidou, la radio de Moscou n'a retenu de la conférence de presse du président français que les propos relatifs à la coopération entre les deux pays. Sans doute parce qu'il se situait entre ces deux événements, la conférence de presse et le voyage en URSS, le Conseil des ministres de ce matin a été essentiellement consacré à des questions techniques. Une augmentation pour les fonctionnaires, 1,5% de plus à partir de ce mois-ci, et sans tenir compte du réajustement définitif à établir pour l'année 72. Du nouveau, en ce qui concerne les transports aériens, le gouvernement veut décentraliser en multipliant les liaisons directes intérieures et même internationales à partir des grandes villes de province. Il n'a pas été question de Concorde au Conseil ce matin, mais l'avion supersonique continue son chemin vers la commercialisation. Retardé à plusieurs reprises à cause du brouillard, Concorde 02, le prototype des appareils de série, a finalement réussi son premier décollage cet après-midi à Toulouse. Regardons. Voici Concorde 02. Il est le 4e Concorde à prendre l'air, mais il est aussi le premier pratiquement aux critères de série et il sera le premier à traverser l'Atlantique et à se poser à New York. Par rapport à ses frères, il est plus long, plus de 6 mètres. Il a des moteurs plus puissants, 17 tonnes de poussée, et son poids en charge totale atteindra 177 tonnes. Le voici au décollage cet après-midi à 15h50 sur la piste de Blagnac. Il lui a fallu 20 secondes pour prendre l'air. À remarquer que ces nouveaux moteurs, ces tuyères série 28, sont nettement moins bruyantes et surtout beaucoup moins polluantes. Nous n'avons plus le panache de fumée noire qui caractérisait les Concordes. Bonne chance au 02, le premier qui franchira l'Atlantique. Un projet dans le domaine économique, au Conseil de ce matin, c'est en fait une confirmation. Le gouvernement souhaiterait faire appliquer au budget des différents ministères la diminution du taux de la TVA. À une semaine du lancement de l'emprunt d'État 1973, les banquiers se préparent à répondre à la demande de leurs clients. Ils ont rendu visite aujourd'hui à M. Giscard d'Estaing pour signer le contrat d'émission de cet emprunt. Cet emprunt est un des éléments de la lutte contre l'inflation, puisque son produit
nous permet de réaliser une opération importante de réduction de la fiscalité indirecte, c'est-à-dire de la fiscalité pesant sur les prix, le produit attendu de cet emprunt assurant la compensation de cette opération sur le plan des grands équilibres généraux. Les dirigeants des grands établissements financiers ont donc signé cet après-midi dans le bureau de M. Giscard d'Estaing un contrat par lequel chacun s'engage à placer auprès de ses clients une fraction de l'emprunt d'État. Celui-ci sera lancé mardi prochain 16 janvier et clos dès que les 5,5 milliards auront été souscrits. L'emprunt est réservé aux Français résidant en France. Les coupures sont de 1 000 francs. Les épargnants de conditions modestes pourront en acquérir à crédit en s'adressant à une banque populaire, au Crédit Agricole, à un guichet de caisse d'épargne ou à la Poste. L'emprunt sera remboursé au bout de 15 ans. Il sera coté en bourse. Vous pourrez donc négocier vos titres d'ici là. Il rapportera 7% d'intérêt par an, soit 70 francs par coupure. Ce revenu sera imposé au choix du contribuable, soit par un prélèvement forfaitaire de 25%, soit avec ses autres revenus, auquel cas il aura droit à l'abattement de 1 000 francs prévu pour les revenus des obligations. Enfin, l'emprunt est garanti par référence à l'unité de compte du marché commun. C'est dans cette unité que sont fixés les prix agricoles communautaires. Cela signifie qu'en cas de dévaluation du franc, le montant des titres d'emprunt et des intérêts serait automatiquement majoré. Monsieur Chazalon, le député PDM de la Loire, inculpé d'usage de faux et d'abus de biens sociaux, a reçu ce matin un télégramme de réconfort. Devant cette incompréhensible décision, lui a écrit monsieur Claudius Petit, le président du groupe PDM à l'Assemblée, « Je t'exprime mon entière confiance et te redis mon amitié ». En fait, l'inculpation de monsieur Chazalon, qui n'a pas reçu l'investiture de la majorité pour les prochaines élections, n'est qu'un épisode supplémentaire de ce qu'on appelle à Lyon l'affaire des fausses factures. Un peu plus d'un an après la découverte du scandale à Lyon, l'inculpation de M. Chazalon, député de la Loire, a provoqué beaucoup d'émotions dans sa circonscription. M. Chazalon, qui est maire de Grand-Croix, conseiller général, attend avec confiance, dit-il, les conclusions à venir des magistrats instructeurs. Cette inculpation est basée sur la découverte, dans la société de Grand-Croix qu'il dirige, d'une facture de 210 000 francs datée de 1970 et établie par les soins d'un taxi, un facturier, qui est actuellement en prison. Pour le juge Rivelange, cette facture ne correspond à aucune livraison. Il ne s'agit là que d'une part minime dans l'énorme trafic portant sur 38 millions de francs et qui a déjà coûté plusieurs peines de prison à Maurice Guyonnet, Philippe Prince et François Lazare, infligées par la Cour d'appel de Lyon. Il a fallu 1 an d'enquête menée par les affaires économiques et financières de la police judiciaire en collaboration avec le SRPJ de Lyon pour mettre à jour cette affaire. La conclusion en est encore loin. Dans les milieux bien informés, on laisse entendre que l'inculpation du député de la Loire n'est que le prélude à une nouvelle série d'inculpations. Quelques 60 personnes seraient compromises, parmi elles des PDG de sociétés de ferraille. Le parquet est décidé à faire vite, affirme-t-on au palais de justice de Lyon. Je vous demande pardon, un petit aparté. Monsieur Alain Krivine, l'un des dirigeants de la Ligue communiste, a été condamné aujourd'hui à une amende de 1 000 francs par la 16e chambre correctionnelle de Paris. Il lui était reproché d'avoir enfreint la loi anticasseurs lors d'une manifestation il y a un peu plus d'1 an contre une annexe de l'ambassade des États-Unis à Paris. La Ligue communiste a aussitôt protesté contre cette condamnation. Deuxième journée du procès de Tramoni aux assises de Paris. Hier, la Cour a entendu l'employé de chez Renault, meurtrier du jeune gauchiste Pierre Auvernet. Aujourd'hui a commencé le défilé des témoins, Georges Walter. Oui, et comment? Il y en a eu une vingtaine. Mais je voudrais faire observer, pour commencer, pour répondre à une question que vous m'avez posée quand je suis revenu de la cour d'assises, l'atmosphère a été très calme. Les organisations gauchistes ayant demandé à leurs adhérents de ne pas manifester, il n'y a pas eu de manifestation, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, bien entendu, du palais. Alors, pour ce qui s'est passé dans l'enceinte même de la cour d'assises, Jean-Antoine Tramoni, le meurtrier de Pierre Auvernet, dont l'accent depuis hier était devenu familier comme la figure, a presque disparu aujourd'hui de ce procès, bien que présent dans le box. C'est qu'aujourd'hui a commencé à se dessiner l'univers énorme et fermé, très particulier de la régie Renault à Boulogne-Billancourt. Avec le commissaire divisionnaire Poisblanc, chef de la brigade criminelle, avec le commissaire Bonzon, enfin avec Moracchini, chef du service de sécurité générale chez Renault, le supérieur direct de Tramoni, se sont dessinés peu à peu, comme par des pochoirs successifs, et la journée tragique du 25 février 1972,
et l'atmosphère extérieure et intérieure de la régie. Alors qu'a-t-on appris? Eh bien que Tramoni, menacé par les gauchistes, avait eu les honneurs de sa photo dans la cause du peuple, que cela l'avait, paraît-il, traumatisé, que la police n'était pas appelée chaque fois que ça bardait chez Renault. Il ne fallait pas cristalliser les manifestants contre nous, dit élégamment le commissaire Bonzon. Une vingtaine de témoins cités par la défense ont défilé, surveillants divers qui furent blessés par les manifestants, qui étaient au nombre d'une douzaine d'abord. Sur une question ironique de maître Hugues, défenseur de Tramoni, Moracchini a précisé que tous les surveillants chez Renault ne sont pas corses ni anciens militaires, qu'à côté de 11 corses figurent 100 bretons, sans compter les nord-africains, les vietnamiens et les portugais, et surtout 261 anciens ouvriers de l'usine. Alors, vont peut-être se demander les jurés, faut-il, dans une concentration de 40 000 ouvriers, déplorer la brutalité de ceux qui sont qualifiés de nervis, ou bien la faiblesse d'un service d'ordre composé d'ouvriers devenus gardiens souvent par suite d'une blessure à la main ou au pied? Renault, entreprise particulièrement libérale, c'est une question qu'on posera demain à M. Louis Dreyfus, le président directeur général, puisqu'il sera là. Mais l'avocat de la partie civile, maître Leclerc, qui pendant tous ces débats est entouré par la famille de la victime Pierre Auvernet, posera surtout une autre question. Déjà, de ces interrogations répétées, notamment à M. Moracchini, le chef de la sécurité, il apparaît qu'à 15 heures, on savait chez Renault que Auvernet était mort, abattu par Tramoni, mais que la police ne l'a su qu'à 18 heures, c'est-à-dire 3 heures plus tard. Que s'est-il passé entre-temps? Qui a été mis au courant avant la police? Eh bien, le patron, M. Louis Dreyfus. Pourquoi? On le lui demandera demain, au cours d'une journée qui verra défiler des dizaines de témoins, et qui, au lieu de 13 heures, commencera dès 9 heures du matin, puisqu'ainsi en a décidé, selon ses pouvoirs discrétionnaires, le président de la cour d'assises, M. Braunschweig. Et vous reviendrez demain, Georges Walter, nous rendre compte de ce témoignage important, M. Bien Dreyfus. Apparemment, rien de nouveau en ce qui concerne les négociations sur le Vietnam. Messieurs Kissinger et Le Ductot se sont retrouvés cet après-midi à Juste-sur-Yvette. Leur réunion a duré 4 heures. Une manifestation s'est produite cet après-midi au consulat de Lyon. Une douzaine de militants pacifistes ont déchiré le drapeau américain et ont tendu une banderole avec cette inscription « Nixon égale Hitler ». 6 d'entre eux ont été interpellés. 3 hold-up en moins d'une heure. C'est arrivé ce matin à Lyon, à Château-Renard et dans une banque rue Colincourt à Paris où les gangsters ont raflé 100 000 francs, 10 millions anciens. Malheureusement, vous le savez, ce bilan n'a rien d'exceptionnel et tout ce qui peut renforcer le dispositif de sécurité dans les banques est accueilli avec beaucoup d'intérêt. Précisément, Pierre Douglas vous présente une nouveauté dont il a vérifié lui-même l'efficacité. Allô? Bonjour monsieur, monsieur Duval, votre client de la rue Courcelles. Monsieur, j'ai oublié un carnet de rendez-vous dans mon bureau, or je suis sous votre contrôle, je voudrais vous avertir que je vais y retourner. Oui, bien sûr. Vous me donnez votre numéro de laissez-passer, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez, je ne le sais pas par cœur, il me faut absolument mon carnet, je vous en avertis, je veux y retourner quand même. C'est à vos risques et périls. Au revoir, monsieur. Nous avons reçu des signaux d'alarme là en provenance de la maison ouverte à André. Bon. Monsieur. Vous m'arrêtez là, non? Viens avec nous. Cette scène que vous venez de voir illustrée avec une intervention extrêmement rapide de la police est en réalité quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps chez l'un de nos clients, ce qui illustre, n'est-ce pas, la parfaite efficacité de la société, dont la particularité essentielle réside dans une liaison exceptionnelle avec l'état-major de la police. En effet, qui de mieux que l'état-major est capable de faire intervenir immédiatement
en un point quelconque de Paris, puisque nous sommes opérationnels sur 35 km de rayon, des forces d'intervention. Le principe de notre société est par conséquent de faire agir immédiatement et discrètement la police, et pour ce fait, nous disposons d'installations qui ne révèlent aucune manifestation physique extérieure qui permettrait à un cambrioleur qui tenterait une effraction sur une zone protégée par la société de se sentir pris. Au contraire, le silence, la protection par ces réseaux invisibles dont nous disposons, par ces ondes stationnaires de ultrasons, radars, etc., permet à la police d'intervenir immédiatement et avec la plus grande efficacité parce que la station a testé ce qui se passe chez l'abonné, a vérifié qu'il ne s'agissait pas d'un signal erroné et a permis une intervention rapide. Et c'est avec ces procédés que nous avons réussi à installer la première centrale de surveillance à distance qui permet la collaboration entre une unité de protection installée chez un client et une unité de surveillance 24 heures sur 24 prête à manifester ou faire intervenir. Tout comme Roland Colombin chez les hommes, Anne-Marie Preul, elle est contente, on le comprend, Anne-Marie Preul paraît décidément invincible en descente à ski féminine. À Pfronten, en Allemagne, la championne autrichienne a remporté ce matin sa 2e victoire en 24 heures. Daniel Leclerc. Des images de cette descente. La suprématie de l'Autrichienne est telle que l'on voit mal maintenant qui pourrait l'empêcher de remporter pour la 3e fois la Coupe du Monde de ski. Vainqueur hier de la première descente de Pfronten que nous suivons ici, Anne-Marie Preul a remporté aujourd'hui la 2e descente sur cette même piste. Meilleur temps intermédiaire, Anne-Marie Preul, la voici, a une nouvelle fois surclassé ses adversaires en fin de parcours, devançant ses 2 compatriotes Irmgard Lukasser, 3e hier, et Ingrid Follner. La championne olympique de la spécialité, Marie-Thérèse Nadig, a fait une chute sans gravité et Isabelle Mir a heurté une barrière. La première française, Jacqueline Rouvier, a pris la 10e place à plus de 2 secondes de l'Autrichienne, dont c'est la 4e victoire consécutive en descente. France-Écosse de rugby, le premier match du tournoi des 5 Nations en 73 ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour le 15 tricolore. À 3 jours de la rencontre du Parc des Princes, un nouveau forfait, celui de l'ailier Campaes, mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, le Toulousain Bourgarel a de bonnes chances de retrouver l'équipe de France après une absence d'1 an et demi. Un événement se produit cette semaine à Paris dans le monde de la danse. Le retour de Maya Plisetskaya dans un ballet de Roland Petit, La Rose Malade. C'est en effet la première fois qu'une danseuse étoile soviétique est incorporée à une troupe française, en l'occurrence les Ballets de Marseille, qui commencent ce soir une série de représentations au Palais des Sports. Maya Plisetskaya, c'est un plaisir pour vous de revenir tous les ans en France. Et l'année prochaine, vous revenez. И обязательно буду, в году ты должна приехать. On verra bien. Maya Plisetskaya, la célèbre danseuse des étoiles du ballet du Bolchoï, revient au Palais des Sports dans le cadre des Ballets de Marseille, pour servir une chorégraphie de Roland Petit que celui-ci a été lui faire répéter à Moscou. Oui, Roland Petit, je voulais savoir ce que vous aviez voulu faire avec Maya Plisetskaya et ce qu'elle vous avait inspiré surtout. Je vais vous dire, je ne le sais plus très bien, parce que je dois vous faire une confidence, c'est que je viens de voir pour la première fois le pas de 2 que j'ai réglé pour Maya Plisetskaya. Je viens de le voir pour la première fois du début jusqu'à la fin, sans interruption. Et j'ai oublié que j'en étais le chorégraphe, j'ai oublié que j'avais déjà vu le ballet, et j'ai assisté à un choc artistique qui m'a apporté une grande émotion personnelle. Et je crois que le résultat de ce long pas de 2 qu'elle danse avec Rudy Briance, c'est l'âme qu'elle apporte à la danse. Et comme Valérie le disait, c'est l'âme de la danse. Ben moi, je peux dire que c'est, je crois, Maya Plisetskaya.
Magnifique, n'est-ce pas? Je vous rappelle un rendez-vous tout à l'heure sur cette première chaîne à 20h30, armes égales, François Mitterrand face à Alexandre Sanguinetti. Toute l'équipe de 24 heures sur la une vous souhaite une excellente soirée.